Les problèmes aussi que la diaspora rencontre souvent, ils vont passer par leur famille pour construire des choses, au lieu de passer par des professionnels. C'est mon cousin, parce que c'est mon frère, parce que c'est ma tante. Certains même leur papa. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Il faut dire la vérité aux gens. Parce que son père se dit, c'est moi qui t'envoie étudier. Je suis légitime pour manger ton argent. Tu vas me faire quoi? Tu vas pas me mettre en prison. Et même si tu as un professionnel dans ta famille auquel tu voulais faire bénéficier, il passe sous le couvert de quelqu'un qui va faire son suivi. Donc tu as un cousin, tu as un oncle qui est un bon charpentier. Il te dit que non, je peux construire toute ta maison. Le gars est charpentier. Comment le charpentier va venir construire toute ta maison? J'ai mon frère qui est menuisier. Je voudrais que toute la partie menuiserie, tu le lui confies. Je lui dis, il n'y a pas de problème. C'est pas parce que son cousin que je vais lui donner aussi bêtement. Je vais lui dire, voici ma grille de prix, voici mes résultats attendus et voici ce que je veux. Tu réalises dans ce cadre-ci et avec cette qualité-ci, on fonctionne ensemble. Dès que tu me dis, je vais faire une maison pour une maison meublée, il est inadmissible pour moi que tu fasses une maison pour une maison meublée. Généralement, quand on ouvre la première porte là, on entre au salon. Comment on n'entre pas dans un salon? On entre directement au salon avant d'aller dans les chambres. Si par exemple, c'est une maison de 3 chambres salon, tu ne pourras louer qu'à des familles qui viennent pour utiliser les 3 chambres d'un coup. Mais quand les gens viennent prendre du meublé en Afrique, ils veulent être dans leur espace à eux. Tu imagines, tu arrives avec ta petite, tu passes au salon, tu vas dans la chambre, dès que tu ressors, tout le monde applaudit. Vous allez nous raconter si vous avez un peu quelques expériences liées aux personnes de la diaspora que vous connaissez sur des problématiques qu'ils rencontrent dans la réalisation de leurs projets, les risques qu'ils prennent en général. C'est vrai qu'on n'est pas sensibilisé. Il y a aussi le fait que quand on est de la diaspora, on est habitué à un certain confort. Quand on rentre dans les détails, ils ne veulent pas payer le prix pour ça. Les problèmes aussi que la diaspora rencontre souvent, ils vont passer par leur famille pour construire des choses au lieu de passer par des professionnels. Les arnaques eux-mêmes ils subissent, s'ils l'auraient fait avec un cabinet, qu'est-ce qu'ils auraient gagné? Et également, à la fin, on va vous montrer par des plateformes comme Cluster Africa, comment est-ce que nous avons pour mission justement de pouvoir répertorier ces différents profils qui sont compétents dans ces différents domaines-là, pouvoir les mettre à disposition des personnes de la diaspora pour limiter au maximum. Vu qu'on n'est pas sensibilisé surtout, on fait confiance qu'à la famille ou qu'à des personnes qu'on nous a suggérées par de bouche à oreille. Une plateforme comme Cluster Africa qui les permettait déjà dès le début d'avoir accès à des professionnels comme vous ou d'avoir un podcast comme celui-ci qui les permet de sensibiliser tout ça. Ça aurait déjà permis de mettre des red flags, d'anticiper certaines choses. Pourquoi la diaspora échoue souvent aujourd'hui à la construction des maisons ou des appartements en Afrique? La première chose, c'est qu'ils font confiance à leur famille. C'est le premier piège. La plupart ont subi ça. Parce que c'est mon cousin, parce que c'est mon frère, parce que c'est ma tante. Certains même leur papa. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Il faut dire la vérité aux gens. Parce que son père se dit, c'est moi qui t'envoie étudier. Je suis légitime pour manger ton argent. Tu vas me faire quoi? Tu vas pas me mettre en prison. Je pense que si quelqu'un veut réaliser quelque chose de sérieux, c'est mieux qu'il prenne un cabinet ou alors qu'il achète une maison faite. Bien sûr, il va se rassurer que c'est bien fait. Il va demander les plans, se rassurer que c'est un bon cabinet d'architecture qui a réalisé l'œuvre, ainsi de suite. Mais il achète sa maison toute faite. C'est fini. Ça évite beaucoup de problèmes. Peut-être la personne qui lui vend la maison a un bénéfice de 3-4 millions par rapport au coût. Si lui devait réaliser, il aurait dépensé plus de 30% de plus. Dans les arnaques, dans les vols, les suivis, les voyages, il aurait perdu plus. La diaspora doit arrêter. Ils doivent confier des choses aux professionnels. Et même si tu as un professionnel dans ta famille auquel tu voulais faire bénéficier, il passe sous le couvert de quelqu'un qui va faire son suivi. Donc tu as un cousin, tu as un oncle qui est un bon charpentier. Il te dit que non, je peux construire toute ta maison. Le gars est charpentier. Comment le charpentier va venir construire toute ta maison? Une maison à l'électricité, à la plomberie, à la maçonnerie, à l'ingénieur, il peut même pas lire un plan. Donc, si tu as des membres de ta famille qui sont du métier et qui peuvent aider, fais-les travailler en collaboration ou bien sous le suivi du professionnel à qui tu as confié le travail. Moi, ça me dérange pas. Je suis un entrepreneur. Quelqu'un me confie, par exemple, la construction de sa maison. Et il me dit, je sais que tu as ton équipe d'ingénieurs, tu as ton équipe d'architectes, tu as tes maçons, tes plombiers, tes menuisiers, mais j'ai mon cousin, j'ai mon frère qui est menuisier. Je voudrais que toute la partie menuiserie, tu le lui confies. Je lui dis, il n'y a pas de problème. C'est pas parce que son cousin que je vais lui donner aussi bêtement, je vais lui dire, voici ma grille de prix, voici mes résultats attendus et voici ce que je veux. Tu réalises dans ce cadre-ci et avec cette qualité-ci, on fonctionne ensemble. Parce que le problème avec les frères, c'est une question de délai. Parce que son frère, s'il a un autre marché, il va prioriser les autres marchés parce qu'il va se dire que le marché de son frère ne peut pas fuir. Or, moi, je vais lui montrer que le marché de son frère peut fuir. Je lui dis que j'ai mon menuisier qui est en attente. Si tu ne me livres pas dans 3 jours, je te retire le marché, j'informe ton frère. Donc là, il travaille de manière professionnelle. Très, très clair. Ça, je pense qu'il y a une qualité qui doit être vraiment appliquée au niveau de la diaspora, au niveau de l'Afrique en général. Tu vas changer énormément de choses, énormément d'arnaques aussi.
Et c'est là où justement notre mission elle intervient, parce que le plus souvent quand on est à la diaspora, tu vois ces professionnels-là qui existent, dont vous dites de faire allusion, mais ils sont méconnus quand on est là, ils sont invisibles. Du coup, ce qui fait que les seuls points de contact que les personnes ils ont, c'est la famille. Du coup, c'est pour ça qu'ils passent par ces personnes-là. Du coup, l'objectif justement par exemple de cette plateforme, c'est de pouvoir référencer le maximum de professionnels qui sont qualifiés, certifiés par rapport à ces domaines d'expertise-là, pour qu'ils soient facilement accessibles en fait. Désormais, quand j'arrive dans un projet, je ne vais pas m'inquiéter sur qui je vais avoir comme professionnel, c'est comment est-ce que j'ai trouvé l'argent. Tu as déjà gagné beaucoup. En général, la diaspora aussi ils disent que l'architecte il coûte cher ou le professionnel il coûte cher. Et donc ils tombent dans ce piège-là. Il y a certains qui vont te dire qu'ils ont déjà soit des plans étudiés et qu'ils veulent utiliser les mêmes plans ailleurs. Parce que pour donner une autre étude à un autre architecte pour faire les mêmes plans, j'ai déjà les plans et fais-moi le truc quoi. On ne peut pas copier un plan et on vient l'appliquer. Les terrains sont différents, les environnements sont différents, surtout les gens de la diaspora. On est en Allemagne, le climat est différent du climat du Cameroun. On a un climat chaud à Douala. On a des pluies tous les jours. Donc, c'est-à-dire que même les types de murs ou bien des toitures sont faits en fonction du climat qu'ils ont là-bas, par rapport à ce qu'on a chez nous. Donc, tu ne peux pas copier quelque chose et venir coller. Ça ne fonctionne pas. Il faut qu'on adapte par rapport à l'environnement qui est là. On n'a pas les mêmes types de terres. Même si tu veux un plan un peu pareil, tu confies à un architecte et tu discutes avec lui. Maintenant, si tu trouves, parce que la question c'est souvent que non, moi j'ai mes plans, je vais encore payer un gars. On a vu que même lors de la réalisation du chantier, il peut avoir des modifications à faire. L'architecte n'est pas payé simplement pour faire les plans. S'il comprend déjà ça, ça va l'aider. Il est déjà dans l'idée, dès le départ, dans ce qu'on appelle les études préliminaires, avant même d'entrer dans l'avant-projet sommet. Donc, je peux comprendre que tu as besoin de réaliser une maison de 20 millions. Tu te dis vraiment, toute la partie études, je vais te donner 1 million ou 2 millions. On discute et je te montre réellement combien ça coûte. L'ingénieur qui est dans mon équipe, lui, ça lui prend une semaine de travail pour faire le devis détaillé là, qui va te permettre de sauver 25% de ton argent. Et il te demande peut-être 500 000. Tu vas pas lui refuser ça. Parce qu'il te fait gagner au moins 5 millions. Il te demande 500 000 pour te faire gagner 5 millions où on va te voler ou bien on va te donner la mauvaise qualité du matériel ou bien les mauvais quantitatifs. Et c'est un travail technique qu'il fait. C'est pas comme s'il se lève le matin. Non, il prend les études du sol qui ont été faites. C'est un travail détaillé et méticuleux qu'il fait. Dit OK, pour la partie préliminaire, verse 100 000. On commence à travailler déjà le projet. Dès qu'on finit ça, avant ce même projet, tu me verses encore 200 000. Dès que je finis le projet d'exécution, parce que là, il faudra l'ingénieur va intervenir pour faire les calculs de structure, il faudra l'étude de sol, il faudra ça. Donne-moi 600 000 pour cette partie. Les gens payent par phase. Si on dit qu'on réalise la fondation, je sais qu'au niveau de la fondation, voici toutes les phases que j'ai. Dans la fondation, dans la partie fondation, voici tout ce dont j'ai besoin. S'il y a telle chose qui doit être faite, s'il y a les réservations qui doivent être faites par telle personne, il y a les réunions de chantier. Dans les réunions de chantier, il y a donc tous les corps qui doivent intervenir dans cette phase-là. Et dans ces réunions-là, on définit donc, toi, tu dois intervenir comme ça. L'entrepreneur que je suis, si la personne est à distance, je fais ça sur un calendrier pour que ça permette au gars qui a la diaspora de voir comment ça évolue. Et on a un boîte sur lequel on lui balance les photos de l'évolution. Pas les photos du chantier d'à côté. Donc, comme je dis, pour revenir, on le fait payer par phase. Ça, c'est vraiment la solution pour éviter de faire peur aux gens de la diaspora par rapport aux cours qu'on donne aux études. Dites-les désormais qu'ils peuvent payer par phase. Même dans la partie suivie, on peut payer par phase. Vous le faites très bien quand même de souligner ça, parce que c'est vrai que ça, cette partie-là fait peur beaucoup de personnes de la diaspora. Parce que si il a un projet de 100 millions, on lui dit que l'architecte va lui coûter 10 millions, il va dire mais attends, l'architecte là, je vais lui donner 10 millions, alors que dans tout ça là, il n'y a même pas une brique. Alors même en réalité, souvent tu commences le projet, après un incident arrive, on ne souhaite pas que ça arrive, un deuil arrive dans la famille, tout l'argent que tu avais prévu part dans le deuil, le projet abandonné. Et tu as versé 10 millions ou bien 7 millions, même 5 millions au gars. Il ne va pas te rembourser. Il va pas te rembourser. Donc, si tu avais dit j'ai un projet de 100 millions, la partie avant-projet sommet coûte 500 000, je t'envoie 500 000 au avant-projet définitif. Tu me dis. Est-ce que le client peut dire, OK, moi la phase 2D là, je ne veux pas. Parce qu'en fait, il se dit qu'il y a certains détails là, il n'a pas forcément besoin. Par exemple, sur l'avant-projet, discussion, tout ça, lui sait déjà ce qu'il veut. Enlevons ça, comme ça, je ne te paye pas ça. Moi, j'attaque directement. Ça veut dire qu'il y aura des erreurs qu'il ne va pas voir. Par exemple, même s'il dit qu'on ne peut pas supprimer la phase avant-projet sommet parce que les tailles et les surfaces des pièces, c'est là qu'on les valide. Avant même d'aller dans le design, avant qu'on entre dans le design, comment ça sera designé, comment ça sera beau. La norme dit qu'une chambre doit peut-être être 9 mètres carrés. Mais qui aimerait vivre dans une chambre de 9 mètres carrés en Afrique? Non. En Europe, oui. Chez eux, en Europe, oui. Mais en Afrique, non. Nous, on ne vit pas dans une chambre de 9 mètres carrés. On a l'espace chez nous. Ça, c'est en Angleterre, ça, c'est en Allemagne ou bien en France, à Paris. On a l'espace en Afrique. Dans nos chambres, c'est minimum 12, 14, 16. C'est là où on valide la taille des pièces et ainsi de suite. Donc, il est important de voir même la circulation. Comment est-ce que quand j'entre ici, là, est-ce que j'entre dans un spatio avant d'aller au salon? Est-ce que, et j'entre, je profite même de ça pour donner les détails. Quelque chose que je dis que le fait que moi, en tant que businessman,
je suis dans ce domaine, quand par exemple quelqu'un me dit je veux construire une maison pour faire Airbnb, maison meublée. Ça, c'est quelque chose de très important. Ouais. Ça change totalement ma manière de concevoir la maison pour lui. Par exemple, pour les maisons meublées, pour qu'on comprenne où ça change. Dès que tu me dis, je vais faire une maison pour une maison meublée, il est inadmissible pour moi que tu fasses une maison pour une maison meublée. Généralement, quand on ouvre la première porte, là, on entre au salon. Pour moi, on n'entre pas dans un salon. Dès que c'est une maison meublée, on ne doit pas entrer au salon avant d'aller dans les chambres. C'est très mauvais. Parce que si tu fais un plan dans lequel on entre directement au salon avant d'aller dans les chambres, si par exemple c'est une maison de 3 chambres salon, tu ne pourras louer. Tu as des familles qui viennent pour utiliser les 3 chambres d'un coup. Combien de clients tu as qui viennent en famille en dehors de décembre et en dehors de juillet, août? Pas beaucoup. Il n'y en aura pas. Il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, je vais d'abord te dire, chaque chambre doit avoir sa douche. Dans les histoires que tu me fais, une chambre, la chambre principale a une douche et toutes les autres chambres partagent la même douche. On n'est pas en Europe. En Europe, ça fonctionne. Mais quand les gens viennent prendre du meublé en Afrique, ils veulent être dans leur espace à eux. Donc, ils veulent que sa chambre ait sa douche. Donc, je vais te dire, première condition, si tu veux que cette maison soit un truc, on va faire du business avec, chaque chambre doit avoir sa douche. Lorsqu'on entre dans la maison, on doit avoir un spatio qui peut nous mener directement aux chambres, une autre route pour aller au salon. Parce que si tu mets que les gens passent par le salon, imagine quelqu'un a loué une chambre avec sa douche. Et il doit passer devant les autres pour aller dans sa chambre, il ne sera pas confortable. Tu imagines, tu arrives avec ta petite, tu passes au salon, tu vas dans la chambre, dès que tu ressors, tout le monde applaudit. Même, il est rentré du sport, il est sale, il ne veut pas passer par le salon où les gens vont le voir avec sa sueur, il va directement. Il y a des invités, par exemple, puisqu'on ne se connaît pas, on a loué des chambres différentes. Toi, tu as eu des invités, tu es en train de faire quelque chose. Je n'ai pas besoin de passer devant tes invités. Je pars dans ma chambre, je fais ce que j'ai à faire. Toi, tu es avec tes invités, tu as ta vie privée là-bas. Donc, il y a beaucoup de choses que je vais ajouter dès que c'est une maison meublée. Parce que c'est un business que je fais, donc je connais exactement ce qu'il faut dans la maison. Ou que tu ne mets pas à la disposition de la fenêtre au même endroit. Par exemple, tu le mets chez le voisin, il monte les murs. Tu es foutu. Il y a beaucoup de gens qui ne considèrent pas ça. Les murs mitoyens, les voisins. Peut-être qu'au moment où tu construis, il n'y a pas encore de voisins. Donc, tu balances toutes tes fenêtres et tu construis directement sur la borne. C'est-à-dire que sur le mur, 100 mètres d'espace. Tu es dans la diaspora, tu es là-bas, tu confies ton projet à quelqu'un au Cameroun, tu n'as pas fait de suivi, tu n'as pas confié ça à un cabinet professionnel, tu donnes à ton cousin, il vient au début, il ne sait pas. Lui, il a construit beaucoup de maisons, il réplique ton plan là, il met ça sur le terrain que tu en voulant bien faire en plus. Voilà, il fait bien faire parfois. Il construit sur tes bornes, il ne prévoit pas ça. Le voisin vient demain, il met un mur tout fermé. Toutes tes fenêtres, toute la maison devient totalement noire. Non seulement c'est noir, mais il n'y a plus de lumière. Il n'y a pas d'air qui passe, il n'y a pas de lumière, il n'est pas aéré. Tes fenêtres ne servent plus à rien. C'est plus à rien. Et imagine, c'est le salon. Même si ce sont les chambres, ça veut dire que tu vas allumer 24 sur 24. Ouais. Tu vas dans la chambre à 8 heures, tu dois allumer la lumière. Tu vas à 15 heures, tu dois allumer la lumière. Parce que tes fenêtres. Et si c'est une douche alors, les odeurs, toutes les odeurs sont dans la maison. C'est extrêmement grave. Donc ça, c'est des choses que l'architecte, lui, en amont, il arrive à anticiper. Oui, automatiquement. Okay. Prévoir qu'il peut avoir même quelqu'un qui viendra faire un R+5 et dire, OK, même si quelqu'un vient construire devant, derrière, je dois pouvoir bypasser ça. Donc, quand il va te dire non, avant de construire, on va laisser 1 mètre ou bien 1,5 mètres. Ici, il faut comprendre pourquoi. L'endroit où il y a les fenêtres, vous allez voir qu'il y a un creux qu'il crée, parce que c'est dit que si jamais, donc il y a certains, on voit ça sur la structure d'une maison. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un creux quelque part, après il y a une lignée de fenêtres dessus. Les gens ne comprennent pas pourquoi. En fait, ils se protègent, non seulement pour la circulation du vent, ils se protègent de peut-être quelqu'un qui va venir construire à côté. Il a prévu tout ça.